Merci. Je vais être très court, hein, très court. Je voulais. Est-ce que vous savez ce que c'est que sont les points de fuite? Oui, dans un tableau, tu veux dire? Oui. Dans un dessin, le point de fuite, c'est ce qui va permettre de dessiner une perspective. Et donc, le point de fuite, il est à l'extérieur du tableau, si j'ose dire, où il est la vocation à disparaître une fois qu'on a dressé sa perspective. On le recouvre, on l'efface et il disparaît. Et j'avais utilisé cette image du point de fuite dans un colloque à Lyon où je faisais la conclusion sur, en gros, je ne me souviens plus exactement du titre, mais en gros, c'était sur les libertés fondamentales vues par le Conseil constitutionnel, comme quoi on nous croit capable de grandes choses. Et il y avait d'éminents représentants, notamment du Conseil constitutionnel, des gens pour expliquer que notre Conseil constitutionnel n'était ni fait ni à faire, etc. Et j'avais utilisé l'image des points de fuite dans les décisions du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire tout ce qui était caché et qui en réalité mettait en perspective, je ne parlais pas d'a priori à l'époque, mettait en perspective les choses. Donc, quand avec Anya, on a fait le programme, pour commencer, au commencement, Anya. et puis, pas pour finir, pas pour fuir, mais pour essayer d'un petit peu ouvrir mon petit propos. Alors, je voulais énumérer les mots que j'ai retenus de manière tout à fait arbitraire pour chaque intervention, des choses qui étaient souvent, alors soit formulées de manière très personnelle, soit non, mais qui quand même ont largement enrichi notre entrée a priori. Alors Yanis, j'ai bien aimé quand il a parlé d'épistémologie décentrée. Royla était très axé sur la vérité. Prune, entre autres, a parlé notamment des prénotions, hein, qui nous a amené comme étant le savoir-faire des politistes que les juristes feraient bien de suivre pour essayer de devenir un peu moins idiots. Il y avait un peu de ça, mais moi j'aime bien. Non, je plaisante. Renan, les métanotions, j'ai retenu. Gérard, précompréhension, qui s'est glissé à un moment donné dans la discussion. Arnaud, ben, j'ai hésité, hein. Bon, mais c'est parce que je le connais bien, puis je l'aime bien Arnaud. Hein, voilà. Donc, objectivation. Voilà, parce que quand même, c'était contre-subjectivation, hein, évidemment, l'un contre l'autre. Alexandra, j'ai retenu externalité non dit. Bon, il y en a parlé des préjugés, des postulats, des paradigmes, mais non, pardon, ça c'est Sandra. Oui, c'est Sandra. Pardon, excusez-moi, je sautais ma ligne. Non, Alexandra, ce qui est bien, c'est qu'elle a donné une définition première de a priori, hein, comme quelque chose d'antérieur et antérieurement et déjà posé. Voilà. Donc ça m'a plu parce que ça fait référence un peu à l'antécédent. Donc ça, c'était bien. Donc Sandra, je reprends externalité et non dit. Et pour Carlotta, quand même, a priori assumption, hein, on a discuté, voilà, qui peut avoir deux sens, et quand même un sens premier qui n'est pas celui des a priori, et puis un sens qu'on a découvert des a priori. Donc, tout ça pour vous dire que, enfin, il y avait quand même beaucoup de richesse dans les éléments de vocabulaire que vous avez mobilisés, avec souvent un travail assez personnel. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement eu l'impression que vous étiez des chiens savants à répéter des trucs que vous aviez appris. Et donc, une forme d'appropriation, probablement parce que le sujet est un pas de côté. On est quand même pas obligé de se déporter. Et que ça, c'est une très bonne chose. Alors, ma contribution très modeste, je vais être très court, hein, franchement, c'est d'essayer de vous proposer 3 mots de vocabulaire qui me sont venus, à vrai dire, lors d'une conférence que j'ai faite il n'y a pas longtemps en visio avec le Québec, pour leur congrès annuel là, de la CFAS. Et dans l'échange, c'est venu, alors c'est ça que je vais vous livrer. Je vais parler un peu en juriste, hein, en disant pour le juriste, l'a priori, c'est quelque chose qui est souvent invisible. Il est invisible parce qu'on n'en parle pas, donc parce qu'il est silencieux, et il est silencieux parce qu'on n'a pas les mots pour en parler, il est illisible.
Donc, il est invisible, silencieux et illicite. Sachez que j'emprunte les deux premiers termes du vocabulaire au risque. Le risque invisible, et en anglais, on dit silent risk, et ça n'a pas tout à fait le même sens. Donc, invisible, il est invisible parce que on ne veut pas parler de nos biais, de nos préjugés, ou parce qu'un postulat, par essence, on ne le discute pas. Donc, il n'est pas dans le champ. Voilà. Il est placé hors champ. Cette invisibilité ne tient pas du tout au fait qu'on ne sait pas qu'il existe. Et je reprends mon deuxième terme. Il tient surtout au fait qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup de lieux où on met en scène ce travail sur les a priori de manière systématique. Et je pense que dans nos formations, cette entrée peut être enseignée à n'importe quel niveau. Une question, ça peut ne pas être une question spécialement ardue. Ça peut être enseigné dès la première année, naturellement, très tôt. Et en réalité, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout intégré, tout simplement parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'en parle pas ou on en parle de manière purement accidentelle. Et pourquoi on n'en parle pas? C'est le dernier élément de proposition. Oui, je suis très court. C'est son caractère illisible, c'est qu'on n'est pas formé, on n'a pas les mots pour en parler. Si on avait bien les clés de vocabulaire, si on savait à peu près quelles étaient les grandes familles d'a priori, quelles sont les relations qu'il entretient avec la posteriori, en quoi ça nourrit une réflexion épistémologique, qu'est-ce que ça veut dire qu'une réflexion épistémologique sur ses constructions, dans quelle mesure on peut continuer à colporter, si j'ose dire, l'a priori, y compris par des approches qui sont d'autres ordres, notamment d'ordre phénoménologique, puisqu'on on en a pas mal parlé. Si on avait tout ça comme éventail, un peu comme boîte à outils, on arriverait à utiliser des mots pour en parler, parce que, encore une fois, je peux utiliser l'entrée a priori pour faire simplement un travail d'introspection. Anis avait commencé comme ça, à faire un travail de pure introspection personnelle. Et par ce biais, vous l'avez fait aussi un peu avec les agriculteurs, et par ce biais, je ne prétends pas déclarer une vérité ou quoi que ce soit, simplement je pars de ce que je connais ou ce que je crois connaître, c'est-à-dire ma propre compréhension première de l'objet auquel je m'attache, et puis après je m'intéresse aux conceptions premières de mon savoir, d'autres savoirs, si je croise les savoirs de différentes disciplines, etc. Puis je monte en difficulté, je peux travailler dans une perspective historique, donc qu'est-ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se faire demain. Donc on peut après largement enrichir la chose, mais il manque quand même cette petite boîte à outils qu'on pourrait créer encore une fois à une échelle, disons, très simple, et puis bien sûr monter en gamme avec des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Donc il y a quand même un espèce de refoulement, on refoule le sujet, alors pourtant que il faut bien commencer à dire quelque chose quand on parle de quelque chose. Et commencer à dire quelque chose quand on parle de quelque chose, c'est déjà en parler. Et c'est pas de ne pas en parler. Une anecdote, j'avais dans le projet d'avant, sur la circulation, j'avais proposé à une revue française un article qui posait l'hypothèse de travail. Ce n'était pas les a priori, mais qui posait. Et le directeur de la revue me répond ah non, on ne publie des articles que sur des recherches finies. Et alors, il a eu la valeur de mettre, c'est quelqu'un qui me connaissait bien, avec une relation de confiance, et il me met, et puis, comment dire, c'est pas l'objet d'un article que de mettre en avant son travail, un truc comme ça, il a fait une formulation comme ça. Et alors, je lui ai répondu dans les dents, je lui ai dit, mais si je devais me mettre en avant, je ne me hasarderais pas à travailler ces questions complètement exotiques. Je ferais mieux de faire comme tout le monde, en l'occurrence comme lui, de l'arbitrage international, cachetonné à 300 000 € l'arbitrage. Là, je travaillerais vraiment dans mon intérêt, quoi. C'est ça mon intérêt. Alors là, il a pris dans les dents, il a fini par accepter mon article. Il m'a dit, bon d'accord, Jean-Sylvestre, je l'accepte.
Mais quand il a lâché la direction de la revue, vous allez deviner laquelle, il m'a dit bon, Jean-Sylvestre, vous êtes quand même celui qui plusieurs fois m'a fait questionner sur le périmètre de ma revue. Où commence ma revue, où elle se termine. Mais il m'a quand même publié pas mal de fois et c'est quand même un signe d'intelligence, je me semble, parce que, non, mais c'est vrai, je me permets de le dire, pardon, hein, mais en tout cas d'ouverture, c'est pas ça que je veux dire, mais d'ouverture. Donc voilà, a priori, c'est forcément sortir, et donc il y a forcément une prise de risque. Alors pour les doctorants, et les docteurs, enfin ceux qui font ça dans un travail de doctorat, c'est très compliqué, parce que c'est difficilement valorisable. Hein, puisque, en gros, on va vous reprocher de ne pas être encore dans ce qui est votre cœur de métier. Mais ce n'est pas grave, on peut faire du questionnement a priori un moteur d'un travail de recherche sans en faire le fil rouge de sa recherche visible des autres. Mais il y a ce questionnement intérieur, et sachant qu'il est possible, il est un formidable outil pour revisiter son objet, prendre des décisions quant à ses orientations, mettre en perspective les limites de son approche, les limites des constructions qui vous intéressent, etc. Et donc, on peut très bien ne pas en parler beaucoup, mais y penser très souvent. Voilà. Ça, c'est clair. Et ça, moi, j'estime que si j'arrive modestement dans ce projet qui débute, à essayer d'en faire un peu quelque chose avec d'autres. Vous avez fait partie du groupe et bien sûr, le sujet ne m'appartient pas et d'autres ont travaillé avant moi là-dessus, pas la question. Mais je veux dire, je pense que rien que de le faire, on fait avancer les choses, ça c'est sûr, il y a un moyen de faire avancer les choses. Voilà, c'était ma conclusion informelle. J'ai un mot pour Ania. Ania, merci d'avoir tout fait. Oh, j'étais obligée. Non, merci à toi, Jean-Sylvestre. C'est un plaisir. On n'a pas tout fait, c'est pas vrai, mais en tout cas pour l'événement in situ, hein, c'est toi qui étais là aux commandes. Moi, j'ai travaillé sur d'autres aspects. Voilà, c'est un travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe, facile et puis hyper intéressant, donc très stimulant. Et il y en aura d'autres. Merci à vous. Voilà. Merci à vous tous. Et bravo. Un mot et une pensée pour ceux qui sont connectés avec nous. Qui est intervenu ce matin, Emmanuel qui s'est connecté plusieurs fois, Thibaut Boujon-Bétan également, monsieur ou madame Gauthier, peut-être que vous connaissez.